Ma mère a découpé ma robe de mariée Vera Wang Vintage, empruntée et assurée 40 000 €, pour la robe de bal de ma sœur. Calmement, je lui ai montré le contrat, la police m'oblige à porter plainte pour destruction intentionnelle de biens. Son teint est subitement devenu livide. Ta sœur avait besoin de tissu pour sa robe de bal, alors nous avons découpé votre robe de mariée, haussa les épaules ma mère tandis que je me tenais au-dessus des ruines. Je n'ai pas crié. J'ai simplement sorti le contrat de location. C'est une Vera Wang Vintage prêtée par une boutique, ai-je dit doucement. Et la police d'assurance de 40 000 € m'oblige à déposer une plainte pour destruction intentionnelle de biens. On pouvait voir la force vitale se libérer soudainement du corps de ma mère. Et ce n'était que la moindre des leçons de vie les plus dévastatrices qu'elle était sur le point d'apprendre amèrement au cours des 30 prochains jours. L'odeur de lac en aérosol bon marché emplissait la cuisine alors que ma sœur de 17 ans, Gwendoline, se tenait près de la cuisinière, tenant une paire de ciseaux de loisirs créatifs à manche orange. Éparpillés sur le sol en linoléum se trouvaient des mètres découpés de tulle français ivoire, de la dentelle de chantilly perlée à la main, et le corsage en organza de soie que j'ai porté lors de ma cérémonie de mariage exactement 9 semaines plus tôt. Ma mère, Roxane, se tenait près de la table de salle à manger avec un verre de thé glacé, me regardant avec le manque total d'empathie qui a défini toute mon enfance. J'étais venu à leur maison un mardi après-midi pluvieux pour récupérer la robe dans le placard en cèdre à température contrôlée où Roxane avait promis de la stocker en toute sécurité pendant que Justine et moi passions notre lune de miel dans une cabane isolée dans le Maine. Sans internet fiable ni service cellulaire. J'ai ouvert la porte en utilisant ma vieille clé de rechange, m'attendant à une brève conversation et à un transfert direct du sac à vêtements vers mon coffre. Au lieu de cela, j'ai trouvé la salle à manger transformée en un atelier de couture improvisé. Gwendoline tentait de confectionner une robe de bal bustier, utilisant ma robe de mariée comme matière première parce qu'elle avait décidé qu'acheter une robe ordinaire au centre commercial ne ferait pas d'elle le centre d'attention au gymnase du lycée. Roxane regardait Gwendoline avec un sourire attendri, tenant un morceau de la traîne délicate à la taille de Gwendoline pour voir comment la dentelle tomberait contre sa hanche. Quand je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, fixant les restes déchiquetés du vêtement le plus cher que je porterai jamais, Roxane n'a pas présenté d'excuses ni donné d'explications. Elle a énoncé sa déclaration concernant le besoin de tissu de Gwendoline avec un geste désinvolte du poignet, comme si elle expliquait pourquoi elle avait utilisé le dernier lait pour ses céréales. Je suis resté là, regardant la pluie frapper la fenêtre de la cuisine, ressentant le caractère définitif absolu de ma relation avec ces deux personnes. Mon père est mort quand j'avais 12 ans, et à partir de ce moment, Roxane a concentré toute son attention, ses ressources et son affection sur Gwendoline, me traitant comme une adulte fonctionnelle tenue de subvenir à leurs besoins émotionnels et financiers. J'ai payé mes propres études universitaires en travaillant 40 heures par semaine comme commis aux dossiers médicaux, tandis que Roxane dépensait la petite assurance vie de mon père en leçons d'équitation privée et en garde-robe de créateur pour Gwendoline. Lorsque Justine et moi avons annoncé nos fiançailles l'année dernière, Roxane m'a dit qu'elle ne contribuerait pas un seul euro au mariage parce que Gwendoline avait besoin d'une voiture pour son 16e anniversaire. J'ai accepté son refus sans discuter, et Justine et moi avons organisé une cérémonie modeste avec un budget strict. Le seul élément sur lequel j'ai refusé de transiger était la robe. J'avais rêvé de porter une robe Vera Wang Vintage spécifique de 1996 avec des appliqués floraux cousus à la main et une traîne cathédrale, un chef-d'œuvre de la haute couture nuptiale qui coûtait des dizaines de milliers d'euros. Comme l'achat était impossible, j'ai passé des mois à négocier avec une boutique d'archives vintage haut de gamme dans le centre-ville d'Atlanta, gérée par une femme nommée Vivienne. Vivienne a accepté de me louer la robe, exigeant des frais de location de 3 000 € et une caution d'assurance de 40 000 € que Justine et moi avons réunis en utilisant toutes nos économies communes. Le contrat de location contenait des clauses strictes concernant la préservation du tissu, stipulant que tout dommage au-delà du nettoyage à sec standard déclencherait le paiement intégral de la police de 40 000 €. J'ai plongé la main dans mon sac à bandoulière en cuir et j'ai extrait le document papier plié, le posant à plat sur l'îlot de la cuisine juste à côté du verre de thé de Roxane. Roxane a regardé le contrat, ses yeux balayant le texte en gras en haut détaillant le propriétaire du bien comme l'archive vintage de Vivienne. « Pourquoi diable louerais-tu une robe ?» demanda Roxane, sa voix s'élevant de colère défensive, réalisant qu'elle ne pouvait pas revendiquer la propriété du bien détruit. « Une personne normale achète sa robe de mariée. Tu l'as gardée dans mon placard, Audrey. Cela implique que tu l'as abandonnée ici. » J'ai pointé la ligne de signature au bas de la page, où la date limite de retour de la boutique était indiquée comme étant le vendredi suivant. Je ne l'ai pas abandonnée.
Je l'ai laissé ici parce que tu as le seul placard en cèdre de la famille et que je ne voulais pas que la dentelle jaunisse dans mon appartement humide pendant que nous étions dans le Maine. J'ai payé 4000 € rien que pour la couverture d'assurance, Roxane. La police a une clause criminelle. L'assureur ne paiera pas les 40 000 € à Vivienne à moins que je ne fournisse un rapport de police certifié prouvant que le dommage résulte d'un vol ou d'un vandalisme par un tiers. Si je ne dépose pas ce rapport aujourd'hui, la compagnie d'assurance me poursuivra directement pour la pleine valeur marchande de l'actif. Gwendoline a laissé tomber les ciseaux oranges sur le sol avec un bruit sourd, sa lèvre inférieure commençant à trembler alors qu'elle regardait de la dentelle blanche déchirée au visage soudainement pâle de ma mère. « Maman, tu as dit qu'elle la possédait » s'est exclamée Gwendoline, frappant du pied sur le linoléum. « Tu as dit qu'on pouvait l'utiliser parce qu'Audrey n'en aurait plus besoin. J'ai déjà dit à tout le monde à l'école que je portais une robe Vera Wang au bal. » Roxane a ignoré l'explosion de Gwendoline, s'avançant vers moi avec un doigt pointé vers mon visage. « Tu n'appelleras pas la police sur ta famille pour de vieux bouts de tissu, Audrey. Tu diras à la boutique que c'était un accident. Dis-leur que tu as renversé du vin rouge dessus ou qu'elle s'est accrochée à une porte. Ils ont une assurance pour une raison. Ne gâche pas l'année de terminale de ta sœur parce que tu veux être dramatique. » J'ai regardé les ciseaux posés sur le sol, puis ma mère. « Vous avez utilisé des ciseaux de cuisine pour découper le corsage. Vous avez coupé 30 pieds de dentelle cousue à la main qu'une couturière experte a mis des semaines à créer. Il n'y a pas d'accident qui imite l'utilisation de ciseaux de couture à travers 3 couches distinctes de soie structurée. Si je mens aux enquêteurs, je commets une fraude à l'assurance, ce qui est un crime passible de jusqu'à 5 ans de prison d'État. Je n'irai pas en prison pour protéger le statut social de Gwendoline. » J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et j'ai composé le numéro non urgent du commissariat de police local, demandant l'envoi d'un agent pour signaler la destruction de biens à l'adresse de ma mère. Roxane s'était lancée en avant, essayant d'arracher le téléphone de ma main, mais je me suis reculé dans le couloir, bloquant son chemin avec la chaise de cuisine. « Ils sont en route, lui ai-je dit, ma voix restant stable et dénuée de la rage hurlante qu'elle attendait de moi. Ils seront là dans 15 minutes. Je vous suggère de commencer à réfléchir à la manière dont vous allez expliquer à Vivienne pourquoi sa pièce de musée d'archives est actuellement en morceaux sur le sol de votre cuisine. » Gwendoline s'est mise à sangloter bruyamment, sortant de la pièce et montant les escaliers jusqu'à sa chambre, laissant Roxane seule au milieu des ruines de ma robe de mariée. Roxane m'a regardé avec un venin pur, ses doigts se crispant en poings serrés sur ses côtés. « Tu as toujours été jalouse de Gwendoline » a sifflé Roxane, sa voix tremblant de ressentiment. « Tu ne supportais pas qu'elle soit plus belle à son bal que toi à ton mariage. Tu fais ça pour la blesser, pas pour te protéger. » J'ai regardé ma mère et j'ai ressenti un sentiment de soulagement, reconnaissant que son opinion sur moi n'avait plus aucun pouvoir de me blesser. J'ai quitté la cuisine et me suis assise sur les marches du perron pour attendre l'arrivée de la voiture de police, écoutant la pluie tomber et sachant que la dynamique de notre famille était sur le point de subir une vérification massive, imposée par la loi, à laquelle aucune d'elles ne pourrait échapper avec des larmes ou des crises de colère. Je me suis assise sur ces marches de béton froides, réfléchissant aux années que j'avais passées à minimiser mes propres réussites pour éviter que Gwendoline ne se sente inadéquate. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion, Roxane a oublié de faire un gâteau parce qu'elle était occupée à conduire Gwendoline à une compétition régionale de cheerleading. Quand j'ai acheté ma première voiture, une berline d'occasion avec beaucoup de kilomètres, Roxane s'est plainte que la couleur était moche et ne correspondait pas à la maison. Chaque étape de ma vie a été traitée comme une réflexion après coup, tandis que les petites réussites de Gwendoline étaient célébrées comme des victoires monumentales. J'avais passé 24 ans à croire que si je travaillais assez dur, si j'étais assez patiente et si je ne demandais rien, ma mère finirait par me regarder avec la même fierté qu'elle réservait à ma sœur. Mais alors que je regardais la pluie grise tomber sur le trottoir, j'ai réalisé que certaines personnes sont simplement incapables d'aimer ce qu'elles ne peuvent pas utiliser pour gonfler leur propre ego. J'étais trop indépendante pour Roxane, trop autonome pour avoir besoin de ses conseils, et par conséquent, je lui étais inutile dans son récit d'être une mère parfaite et nécessaire. Gwendoline était impuissante, dramatique et entièrement dépendante, ce qui faisait d'elle la toile parfaite pour le posture maternel de Roxane. J'ai regardé l'horloge numérique sur mon téléphone, comptant les minutes jusqu'à l'arrivée de la police, sentant les derniers fils de l'obligation familiale se rompre dans l'air humide de l'après-midi. Le véhicule de police bleu et blanc s'est arrêté dans l'allée en béton 20 minutes plus tard, ses pneus éclaboussant les flaques d'eau alors que 2 agents en uniforme sortaient sous la pluie. Je me suis levé des marches du porche et j'ai marché à leur rencontre,
tenant le contrat de location plié dans ma main pour établir immédiatement la propriété légale de la robe. L'agent Briggs, un policier vétéran aux cheveux grisonnants et à l'expression lasse, a écouté pendant que j'expliquais que ma mère et ma sœur avaient intentionnellement détruit une robe vintage louée d'une valeur de 40 000 €. Roxane est sortie en trombe sur le porche, pointant son doigt vers les agents et hurlant que c'était une affaire de famille privée qui ne nécessitait pas l'intervention des forces de l'ordre. L'agent Briggs a regardé au-delà de moi vers le tulivoire déchiqueté visible à travers la porte d'entrée ouverte et a demandé à son partenaire d'entrer et de photographier la scène. Roxane a essayé de bloquer l'embrasure de la porte, affirmant que les agents avaient besoin d'un mandat pour entrer chez elle, mais Briggs a calmement expliqué que comme j'étais la personne qui avait autorisé le stockage du bien dans ce placard et la victime de la destruction du bien, j'avais le droit légal de leur accorder l'entrée pour examiner les preuves. Le deuxième agent est entré dans la cuisine, son appareil photo numérique clignotant tandis qu'il documentait les ruines de la robe Vera Wang éparpillées sur la table et le sol. Les ciseaux de loisirs créatifs orange de Gwendoline ont été étiquetés et placés dans un sac à preuves en papier brun. Roxane a suivi l'agent dans la cuisine, criant que j'étais une fille vindicative qui essayait de ruiner le bal de sa sœur à cause d'une vieille rancune d'enfance. L'agent Briggs s'est tourné vers moi, demandant si je voulais porter plainte pour destruction de biens. J'ai regardé ma mère, qui me fixait avec une défi totale, et j'ai hoché la tête sans hésitation. L'agent Briggs a informé Roxane que puisque la valeur du bien détruit dépassait 2 500 €, l'infraction constituait un chef d'accusation de méfaits criminels au premier degré, un crime. Le visage de Roxane est devenu blanc lorsque l'agent Briggs lui a demandé de se retourner et de mettre ses mains derrière son dos. Elle a commencé à bégayer, affirmant qu'elle ne savait pas que la robe était une location et qu'elle essayait seulement d'être une bonne mère pour Gwendoline, qui ne trouvait pas de robe convenable dans les boutiques locales. Gwendoline est descendue en courant les escaliers lorsqu'elle a entendu le clic métallique des menottes se refermer autour des poignets de notre mère, hurlant et pleurant tandis que la police escortait Roxane par la porte d'entrée et la plaçait à l'arrière de la voiture de patrouille. Je me tenais dans l'allée, tenant un parapluie, regardant la voiture de police reculer dans la rue avec ses gyrophares allumés. Gwendoline a couru jusqu'au bord du jardin, sanglotant hystériquement et criant que j'étais un monstre d'avoir envoyé notre mère en prison pour une pile de vêtements. Je n'ai pas répondu à Gwendoline. Je suis retourné dans la maison, j'ai récupéré les reçus des preuves auprès du second officier, et j'ai appelé Vivienne à la boutique d'archives vintage pour l'informer de la perte de sa robe. Vivienne est arrivée à la maison 1 heure plus tard dans son camion de livraison, son visage tendu par des lignes de deuil professionnel serrées alors qu'elle entrait dans la cuisine et regardait les restes de la pièce Vera Wang. Elle a ramassé un morceau coupé de la traîne perlée à la main, ses doigts traçant la broderie ruinée avec un air de pure tristesse. Vivienne m'a informé que la robe était une pièce irremplaçable de l'histoire de la mode de la première collection nuptiale de Vera Wang, l'une des 3 seules connues pour exister encore en état portable. Elle a déclaré que la police d'assurance de l'entreprise de la boutique exigerait un paiement intégral de 40 000 € de la part de mon assureur personnel. Et que ses avocats déposeraient une plainte civile contre Roxane pour la perte de revenus commerciaux que la boutique subirait en raison des futures annulations de location. Je me suis excusé auprès de Vivienne, lui remettant le numéro de rapport de police et les coordonnées directes de mon agent d'assurance. Après que Vivienne soit partie avec les restes de la robe emballée dans une boîte de rangement en plastique, j'ai fermé à clé la porte d'entrée de la maison de ma mère et je suis retourné à l'appartement que je partageais avec Justine. Justine m'a accueilli à la porte, me serrant fort dans ses bras alors que je lui tendais le rapport de police et lui expliquais que ma mère était actuellement assise dans une cellule de détention au centre pénitentiaire du comté. Le lendemain matin, la réalité de la situation a commencé à se diffuser dans la famille élargie. Le frère de ma mère, mon oncle Gordon, m'a appelé 3 fois avant midi, hurlant dans la messagerie vocale que j'avais déshonoré la famille en faisant arrêter Roxane. Il a exigé que j'aille au poste et que je retire les accusations, affirmant qu'aucune somme d'argent ou de tissu ne valait le coup d'enfermer une mère. J'ai ignoré les appels de Gordon et j'ai passé l'après-midi à parler avec l'enquêteur de sinistre de la compagnie d'assurance. L'enquêteur était minutieux, exigeant des copies du contrat de location, du rapport de police et une déclaration notariée confirmant que la destruction était intentionnelle et non le résultat d'un accident. Il m'a informé que la compagnie paierait les 40 000 € à la boutique de Vivienne pour régler la réclamation, mais que le département de subrogation engagerait une poursuite civile contre Roxane pour recouvrer les fonds. Vendredi après-midi, Roxane n'était toujours pas libérée de détention. Comme elle n'avait aucun casier judiciaire, le juge fixa sa caution à 5 000 €, mais Roxane n'avait pas les liquidités pour couvrir ce montant. Ma mère avait toujours vécu de paix en paix,
dépensant tout son revenu disponible pour le style de vie coûteux de Gwendoline tout en ignorant sa propre planification de retraite et son fonds d'urgence. Elle m'a appelé du téléphone payant de la prison, sa voix dépouillée de son arrogance précédente, me suppliant de payer la caution en utilisant les économies que Justine et moi avions travaillé si dur pour accumuler. « Audrey, s'il te plaît, tu dois me faire sortir d'ici », appelait des Roxane, sa voix paraissant faible et rauque au-dessus de la ligne enregistrée. Les femmes ici sont terrifiantes, et Gwendoline est à la maison toute seule sans nourriture ni argent. Je promets de te rembourser chaque centime une fois que j'aurai mon remboursement d'impôt l'année prochaine. Tu ne peux pas laisser ta mère croupir dans une cage à cause d'une robe de bal. J'ai tenu le téléphone à mon oreille, écoutant la voix automatisée en arrière-plan nous rappelant que l'appel était enregistré par l'établissement correctionnel. Tu n'as pas coupé une robe de bal, Roxane, ai-je dit. Tu as coupé une œuvre d'art de 40 000 € qui ne t'appartenait pas. Tu avais 40 000 € entre les mains lorsque tu as tenu ces ciseaux, et tu as choisi de la détruire. Je ne vais pas dépenser mes économies pour te sortir d'une situation que tu as créée. Gwendoline a 17 ans, elle peut utiliser le micro-ondes et prendre le bus pour aller à l'école. Je ne vais plus faciliter tes mauvais choix. J'ai raccroché le téléphone et j'ai bloqué le numéro de la prison, coupant la dernière voie de manipulation. Je me suis assise dans mon appartement silencieux, réalisant que la femme qui m'avait élevé échangeait actuellement sa dignité contre 5 000 € parce qu'elle avait passé 15 ans à refuser d'enseigner à son enfant préféré la valeur d'1 €. Roxane a passé un total de 32 jours dans la prison du comté avant que son défenseur public ne parvienne à négocier un plaidoyer avec le bureau du procureur du district. Parce que les preuves physiques étaient absolues et que la compagnie d'assurance faisait pression pour des poursuites afin de justifier sa réclamation en subrogation, le procureur a refusé de réduire les accusations à un délit. Roxane a été forcée de plaider coupable à une accusation réduite de méfaits criminels au 3e degré, recevant une peine de 3 ans de probation surveillée, 100 heures de travaux d'intérêt général. Et une ordonnance de restitution obligatoire pour rembourser à la compagnie d'assurance l'intégralité des 40 000 €. Pour éviter une peine de prison réelle pour une condamnation pénale, Roxane a dû liquider son fonds de pension d'employé d'État, auquel elle cotisait depuis 15 ans tout en travaillant comme commis au service des eaux municipales. Les pénalités de retrait anticipé et les obligations fiscales ont consommé une grande partie du fonds, ne lui laissant guère assez d'argent pour satisfaire l'ordonnance de restitution et couvrir les frais de l'avocat de la défense privée qu'elle a dû engager lorsque le bureau du défenseur public a déterminé que sa pension la rendait inéligible à l'aide juridique gratuite. Ma mère, qui avait passé toute sa vie d'adulte à croire qu'elle pouvait se tirer d'affaire par n'importe quelle conséquence en pleurant ou en jouant la victime, était soudainement confrontée à un avenir financier stérile et à un casier judiciaire permanent entraînant la résiliation immédiate de son emploi auprès du gouvernement de la ville. Je n'ai pas assisté à l'audience de détermination de la peine, ni répondu à l'avalanche de SMS furieux que Gwendoline m'a envoyés de leur maison, m'accusant de voler leur avenir et de les forcer à vivre dans la pauvreté. Justine et moi avions réussi à déménager dans notre nouvel appartement à Savannah, en Géorgie, à 500 km de l'environnement toxique qui m'étouffait depuis si longtemps. Nous passions nos week-ends à explorer les places historiques, à manger dans des cafés locaux et à construire une vie fondée sur le respect mutuel et l'effort partagé. 2 mois après la date du procès, j'ai reçu un dernier colis de Vivienne à la boutique d'archives vintage. Elle m'avait envoyé un album photo relié en cuir personnalisé contenant des clichés en haute définition de mon jour de mariage, comprenant plusieurs gros plans de la robe Vera Wang intacte alors que je marchais dans l'allée. Une note manuscrite de Vivienne était glissée dans la couverture avant, me remerciant pour mon honnêteté et pour avoir veillé à ce que sa boutique soit rétablie après la catastrophe. Elle a écrit que même si le vêtement physique avait disparu à jamais, la documentation de sa beauté et l'intégrité dont j'avais fait preuve pour le protéger lui avait valu un respect à vie. Je me suis assise sur notre nouveau canapé, feuilletant les pages de l'album, regardant les photographies de moi souriant à côté de Justine. La robe sur les photos était magnifique, la dentelle cousue à la main captant la lumière du soleil alors qu'elle traînait derrière moi sur l'herbe de la cour. J'ai réalisé que le tissu physique n'était que du fil et de la soie, et bien que sa destruction par la main de ma mère fût une trahison profonde et blessante, elle ne possédait pas le pouvoir de diminuer la réalité de l'engagement que Justine et moi avions pris l'un envers l'autre. Gwendoline a été forcée de prendre un emploi à temps partiel comme caissière dans un supermarché discount local après l'école pour aider Roxane à couvrir les factures de services publics mensuels et les impôts fonciers sur la maison. Une dose de dure réalité pour une fille à qui on n'avait jamais demandé de bouger le petit doigt pour contribuer au foyer. Les ragots du lycée avaient été impitoyables, l'histoire de la robe de mariée découpée et de l'arrestation de la police circulant parmi les élèves,
garantissant que l'année de terminale de Gwendoline était définie par une réalité différente plutôt que par l'adoration royale qu'elle avait exigée. J'ai fermé l'album photo et je l'ai placé sur l'étagère de notre salon, à côté des livres et des souvenirs qui définissaient notre nouveau départ. J'ai passé les mois suivants à réfléchir à ce que je dirais à quelqu'un qui se trouve ancré à des membres de sa famille qui considèrent ses limites comme des insultes personnelles et ses biens comme des actifs communs. La biologie n'accorde à personne le droit de vandaliser votre vie, et vous ne devez pas votre avenir ou votre liberté pour protéger les gens des conséquences naturelles de leur malice délibérée. Lorsque ma mère a tenu ses ciseaux et a décidé que ma robe de mariée n'était qu'un scrap de tissu pour le bal de son enfant préféré, elle a fait un choix conscient de rompre le lien entre nous. Et déposer ce rapport de police n'était simplement que l'acte d'enregistrer cette rupture aux yeux de la loi. Je ne ressens aucune culpabilité pour la pension qu'elle a perdue ou l'emploi qu'elle a abandonné, et je ne me sens pas responsable de la situation sociale ruinée de Gwendoline, car ses conséquences sont nées de leur propre arrogance suffocante. Justine est entrée dans la pièce, m'a tendu un verre d'eau et m'a demandé ce que je voulais préparer pour le dîner, sa présence étant un rappel constant à quoi ressemble le véritable amour et le partenariat. J'ai pris sa main, j'ai regardé par la fenêtre les chênes drapés de mousse bordant la rue de Savannah, et j'ai réalisé qu'en refusant de crier, en refusant de mentir, et en laissant simplement la loi faire son travail, j'avais enfin construit une vie que personne d'autre ne pourrait mettre en pièces. J'ai laissé le silence de notre nouvelle maison combler les espaces où leurs cris avaient l'habitude de résonner, comprenant que la vraie paix n'est pas l'absence de conflit, mais le courage de laisser les gens qui vous blessent faire face à la gravité absolue de leurs propres choix sans intervenir pour les sauver.